Gentle Monster est la marque coréenne qui est en train de conquérir le monde, en passant du statut de underground star à celui de star mondiale. Avec les collaborations exceptionnelles, elle a véritablement révolutionné le secteur ces dernières années. Mais d'où vient-elle et pourquoi est-elle si performante ? Pour comprendre cela, il faut revenir sur la situation. De la fabrication de lunettes de soleil en 2010 et 2011, l'année de la création de Gentle Monster. La fabrication de lunettes de soleil était un monopole détenu par Luxottica. Et toujours, la marque fabrique la quasi-totalité des lunettes de soleil du monde. Deux marques que vous connaissez parfaitement, tant pour la vente au détail B2B que pour la vente au détail B2C, via The Sunglass Hut. Sa domination sur le secteur a rendu quasiment impossible l'émergence de petites marques sans un différenciateur solide pour convaincre le consommateur. D'autant plus qu'en 2011, Luxottica fabriquait tous ses produits, mais excellait à se faire connaître et à promouvoir ses marques comme si elles produisaient leurs propres produits. Comme le montre cette comparaison entre cette vidéo de Chanel et celle de Ray-Ban, qui montre des productions très différentes malgré qu'elles se déroulent dans la même usine. Et c'est précisément dans ce contexte que Kim Hancock a fondé Gentle Monster. Gentle Monster a été fondé pour gagner de l'argent, honnêtement. Après avoir économisé suffisamment d'argent pour verser un acompte sur un bureau au Gazan Digital Complex à Séoul, il a pu se lancer dans une conquête d'un marché où il pensait être rentable. Le bureau qu'il a loué est normalement appelé en Corée du Sud une usine de type appartement, ce qui signifie qu'il ressemble à un appartement. Mais il est beaucoup plus petit qu'un bureau classique. Un rideau a donc été utilisé pour séparer le bureau où lui et ses employés travaillent du showroom. Cela était possible car, à l'époque, même s'il possédait un site web pour vendre aux consommateurs et organiser des événements d'influence pour promouvoir son activité B2C, il visait principalement à vendre ses lunettes, et non ses lunettes de soleil, en B2B. Autrement dit, il cherchait des acheteurs et des magasins pour les approvisionner. Ce qui, d'un point de vue culturel, est tout à fait possible en Corée du Sud. Car les magasins de lunettes sont bien plus nombreux en Corée du Sud qu'en Angleterre ou aux États-Unis. Il accueillait chaque client individuellement dans son showroom pour présenter ses lunettes aux hommes d'affaires ou au grand public s'ils souhaitaient venir. Même s'ils ne pouvaient pas y acheter, sans doute c'est à cause de la licence. Et quant à leur vente en ligne B2C, ils se sont d'abord fait connaître grâce à ce qu'ils appelaient « essai à la maison Home Tries ». Les gens pouvaient utiliser leur webcam avec un programme appelé Frame Finder pour essayer différents modèles. Puis les clients les recevaient à domicile afin de décider, pendant cette période d'essai, s'ils souhaitaient les acheter ou les renvoyer s'ils n'étaient pas satisfaits. Gentle Monster prenait en charge tous les frais de livraison et de retour, et faisait même le don des invendus. Je pense qu'il devait déjà fabriquer une quantité importante de lunettes. Mais pour ses premiers pas sur ce marché, il ne savait pas à quel modèle le client voulait. C'était donc trop risqué et peut-être un problème d'argent. Je pense, les lunettes qu'il fabriquait à l'origine étaient ses propres créations, donc ça n'aurait pas coûté cher du tout. Cette initiative n'a pas été un succès. Il a réalisé 100 millions de won de ventes cumulées en 5 mois, soit environ 90 000 US$ à l'époque. D'après cette vidéo, les prix se situaient entre 10 000 et 30 000 won pièce. Il a donc décidé de privilégier le B2B et il a commencé à aller chez des opticiens indépendants à travers la ville qui sont vraiment nombreux en Corée. Mais il a été constamment repoussé et à la fin de l'année, la situation est devenue si grave qu'il ne pouvait plus payer ses personnels. Il est devenu évident pour Kim Hancock qu'il ne pourrait pas concurrencer les marques Luxottica présentes dans tous ses magasins. Il a donc changé d'orientation et il a décidé d'ouvrir son propre magasin afin que les consommateurs puissent s'y rendre directement. Autrement dit, il a modifié son modèle économique pour se concentrer, d'entreprise à entreprise, à d'entreprise aux consommateurs. Sachant qu'il aurait besoin d'investissement, il a contacté son ami O.J. Hook, qui avait auparavant travaillé avec Kim Hancock dans une banque, avant qu'ils ne déménagent tous deux dans un académie privée anglais où O.J. Hook était propriétaire et où Hancock travaillait. Sachant qu'il avait besoin d'investissement pour cette expansion, O.J. Hook a offert 100 000 $ pour une participation de près de 60%, soit 116 millions de won pour l'entreprise. Ce qui représentait évidemment une somme considérable, suffisante pour racheter une ancienne usine Luxottica à Daegu, 4e ville de Corée, et une usine en Chine pour la fabrication de montures en acétate, dont la production est illégale en Corée. Ils ont commencé par une étude de marché.
J'ai déjà mentionné qu'une entreprise, pour concurrencer les géants du secteur, avait besoin d'une chose très originale. Ils l'ont trouvée chez les Coréennes insatisfaites pour les lunettes de soleil. Elles étaient mécontentes des marques étrangères qui adaptaient leur modèle à l'œil occidental. Les Coréennes souhaitent des montures et des lunettes de soleil plus grandes pour affiner leur visage, conformément au standard de beauté coréen, celui d'avoir une petite tête. L'entreprise les a écoutées et a commencé à répondre précisément aux attentes de leur marché cible, en créant des campagnes publicitaires imprimées percutantes, conçues pour attirer l'attention sur leur image de marque créative et, par conséquent, sur leur site web. Elle a répondu à leurs attentes de manière intéressante et ambitieuse. Cette capacité d'écoute et de réponse à un marché que Luxottica négligeait a constitué leur atout différenciateur, leur permettant de rivaliser avec Luxottica, et ce succès et cette valeur ajoutée ont permis à Luxottica d'ouvrir sa propre boutique en seulement 2 ans, en 2013. Le magasin était situé à Myeongdong, dans le quartier de Gangnam, célèbre pour ses boutiques de luxe. Mais il était un peu à l'écart. Il leur fallait donc un moyen d'attirer les clients et de les inciter à venir. Il s'agissait d'une extension de leur pratique actuelle, le pull marketing, qui consiste à proposer un produit ou un service tellement intéressant qu'on sait qu'il va intéresser les clients et les inciter à l'acheter. Auparavant, le Frame Finder était un gadget amusant qui attirait les clients, et même laissé à domicile, bien que infructueux, en était un excellent exemple. Pour concrétiser ce projet, ils ont décidé de collaborer avec le créateur duo Fabric, une entreprise que Gentle Monster avait déjà beaucoup sollicité pour ses campagnes publicitaires. Et cette fois, ils devaient produire ce bateau que vous pouvez voir ici en cours d'installation, qui, une fois terminé, offrait une expérience de shopping incroyablement immersive. Les clients pouvaient entrer à bord du bateau, véritable passerelle vers le magasin, et à chaque étage, ils présentaient des thèmes différents. Le principal étage de vente était en bois, tandis que les autres, plus créatifs, étaient ornés de rouages et de crânes, dans un style steampunk où les gens fabriquaient les lunettes. Un autre étage était recouvert de mousse naturelle sur les murs, créant une atmosphère apparemment humide. Le magasin était une véritable étude de l'expérience de vente et une expérience qui perdure encore aujourd'hui pour la marque et qui constitue, encore une fois, l'un de ses principaux atouts. Car ils sont bien conscients que cette expérience permet de vendre plus de lunettes de soleil que le design même des lunettes. En fait, c'est pour cette raison qu'ils proposent 3 catégories de lunettes de soleil. La première regroupe leurs lunettes de soleil classiques, au style discret et destiné au grand public, qui représentent la majeure partie de leurs ventes. La deuxième, des lunettes plus créatives et originales, conçues pour exprimer leur identité de marque originale. Et la troisième, des lunettes tendance, souvent indémodables, souvent réalisées en collaboration avec des marques émergentes, et ce système était déjà ancré dans leur ADN à cette époque, avec leur collaboration avec d'autres marques coréennes comme Push Button et Javine, avant même l'ouverture de leur première boutique. Pour moi, les boutiques et les collaborations sont véritablement l'ADN de l'entreprise. Le créateur a déclaré dans cette interview que la marque ne serait tout simplement pas là où elle est aujourd'hui, ni aussi respectée, sans ce qu'ils appellent une foi aveugle en la créativité. Et honnêtement, même si l'entreprise n'a pas encore atteint l'international, je pense que c'est cette foi aveugle en la créativité qui fait la différence sur le marché mondial. En Occident, en particulier, le commerce de détail est devenu étroitement lié au mercantilisme. Les entreprises visant presque toujours une croissance continue au lieu de se donner le temps de stimuler la créativité, comme Gentle Monster l'a fait pour ses partenaires. Ainsi, les collaborations avec Gentle Monster, à partir de maintenant, sont vraiment le meilleur moyen de découvrir l'esprit de la marque, mais à ce stade, l'entreprise cherchait encore à faire connaître la marque à travers le pays, et même à l'étranger. Mais leur principal marché était les Coréennes, et rien ne les intéressait plus que les célébrités et les K-dramas. Pour promouvoir leurs 6 nouvelles montures, ils ont donc contacté la styliste Jang Young-gi, qui travaillait sur un K-drama intitulé My Love from the Star. Jang Young-gi a tellement aimé ses lunettes que, dans la série, l'acteur Jang Ji-hyun, le personnage principal, a porté 4 des 6 lunettes de soleil présentées en guise de placement de produit. Une autre forme de marketing d'attraction. Et la série a connu un succès phénoménal en Corée, dont on se souvient encore avec émotion. Leur capacité à écouter les attentes de leur marché cible et à leur proposer immédiatement le produit a été un atout majeur pour l'entreprise qui a réalisé un chiffre d'affaires de 10 milliards de won,
soit environ 10 millions de dollars américains, rien qu'en 2013, et a rapidement connu une croissance exponentielle. En 2014, ils ont étendu leur exportation à environ 400 magasins dans 32 pays. Et ils ont ouvert un autre magasin avec l'aide de fabriques à Sinsadong, à Hongdae, un autre quartier extrêmement cher de Séoul. Il s'agissait cette fois d'un magasin de détail expérientiel de 3 étages, contribuant à un chiffre d'affaires estimé à 20 milliards de won en 2014, soit environ 20 millions de dollars. Ils ont également décroché un contrat avec Shinsegae, sans doute le plus grand détaillant coréen. Shinsegae est un groupe coréen appartenant à un membre de la famille Samsung, mais aussi un groupe multimilliardaire, actif dans de nombreux secteurs et surtout célèbre pour ses centres commerciaux. Shinsegae est le deuxième plus important groupe après Hyundai et Lotte en termes d'omniprésence dans le pays. Ce contrat avec Shinsegae, qui a débuté par un essai à Gangnam, pour l'installation de stands dans ses centres commerciaux de luxe, était d'une ampleur considérable et il est toujours en vigueur. La culture des centres commerciaux en Corée était et est toujours florissante grâce à la nécessité d'un troisième lieu dans leur culture. Je ne saurais trop insister sur l'impact positif que cela aurait eu sur les ventes et la visibilité de l'entreprise. L'entreprise a connu une croissance exponentielle chaque année et a atteint en 2016 un chiffre d'affaires de 155 milliards de won, soit environ 155 millions de dollars, avec un bénéfice d'exploitation de 50 millions de dollars, soit le triple de l'année précédente. Et cette croissance est notamment due à l'adoption de la marque par Lotte et Hyundai dans leurs centres commerciaux. À ce stade, l'entreprise est une marque bien établie, dotée d'une vision unique et capable de susciter l'intérêt du marché des lunettes de soleil, qui, en réalité, avait stagné sous le monopole de Luxottica. À mon avis, ce qui a contribué à la croissance de la marque dans le secteur de la mode de luxe, c'est grâce à ses collaborations. L'entreprise a été très collaborative dès ses débuts. Il était donc naturel de poursuivre ses collaborations avec des marques de plus en plus prestigieuses à mesure de sa croissance. Elle a donc collaboré avec de grands noms connus comme Jennie de Blackpink, dont la boutique était devenue virale en Corée à l'époque. Henrik Viskov, Fendi, Ambush, Xander Ho, Ground Zero, Tilda Swinton, Marine Serre, Hood by Air et Moncler Genius. Ces collaborations ont renforcé leur positionnement comme marque de lunettes de soleil de luxe créative et ils ont donc renforcé leur attractivité, tant pour cette offre créative haut de gamme que pour leur ligne de base. L'entreprise était extrêmement respectée dans le secteur et célèbre par les consommateurs, ce qui semblait lui assurer un avenir prometteur. D'autant plus que le public international était de plus en plus sensibilisé aux médias et aux marques coréens. De nombreuses sources en ligne attribuent leur succès à la vague coréenne. Bien que je ne sois pas d'accord, je pense que leur entreprise était déjà bien structurée et solide en Corée et bien préparée à se développer à l'international. Je comprends que la vague coréenne ait pu leur être utile pour se faire connaître à l'international. Ils étaient donc naturellement bien positionnés pour une croissance internationale sur l'un de leurs plus grands marchés, la Chine. Ils ont commencé leur expansion en Chine avec une boutique phare à Pékin, ouverte en mai 2016 et qui a rencontré un immense succès. Un résultat prévisible, sachant que sur un chiffre d'affaires compris entre 155 et 209 milliards de dollars, 75% provenaient de l'étranger. Mais leur expansion ne se limitait pas à la Chine. Dès l'ouverture de leur première boutique new-yorkaise en février 2016, ils ont donc commencé à se concentrer sur le marché occidental. Pour promouvoir leur marque, ils ont donc organisé leur premier défilé lors de la Fashion Week de New York en septembre 2016, pour la saison printemps-été 2017, ainsi qu'une boutique éphémère en collaboration avec Opening Ceremony à New York, leur permettant de se promouvoir dans un tout nouvel espace. Ils ont continué à se développer sur ces marchés ainsi qu'à Hong Kong où ils ont ouvert un magasin en 2016 et plusieurs magasins en Corée et en Chine et un à Singapour en 2017. Et c'est probablement cette capacité à se développer avec autant de succès, avec une exposition à grande échelle au marché extérieur qui les a fait remarquer par les investisseurs. À ce moment-là, en septembre 2017, l'EVMH est intervenu pour acquérir une participation non majoritaire dans la société mère de Combined, créée par Kim Hancock, spécialement pour Gentle Monster. L'acquisition pour un montant non divulgué a coûté environ 60 milliards de won.
$53,17 millions selon ce site web, et espérait faire passer son chiffre d'affaires de $200 millions en 2017 à $1 milliard au cours des 6 à 8 prochaines années. Suite à cet investissement, la marque n'a rien modifié sa stratégie de marque. Ses espaces de vente ni son marketing, elle continue de produire toujours les 3 gammes de lunettes de soleil et de les présenter dans d'incroyables points de vente expérientiels en Corée, en Chine et à Hong Kong. La seule différence réside dans l'afflux de fonds nécessaires à son expansion physique dans d'autres pays, à savoir Londres, où ils ont lancé en 2018 un magasin phare qui ressemble un peu à ceux coréens. Mais en raison des redoutables directives anglaises en matière de santé et de sécurité, il est nettement moins amusant de s'y promener, bien que toujours incroyable. Ils ont également ouvert une boutique à Dubaï en 2019, témoignant du nouvel intérêt de l'entreprise pour la robotique après l'acquisition d'une entreprise de robotique par leur maison mère en 2016. Un autre magasin a également ouvert ses portes à Soho, à New York, en 2019. Et un nouveau magasin, leur plus grand, à Pékin en 2022. Remplaçant leur premier magasin dans la ville mentionnée précédemment. Ils ont également lancé une ligne de vêtements pour enfants en 2019, qui constitue leur dernier axe de développement pour leur produit principal, et ont commencé avec seulement 5 paires de leurs best-sellers pour adultes, réduites à la taille d'un enfant. Depuis, même pendant la pandémie, les ventes ont continué de croître d'année en année. Et rien qu'en 2022, la marque a réalisé un chiffre d'affaires de 300 milliards de won, soit $230 millions. Ce chiffre reste toutefois inférieur à son objectif de $1 milliard sur 6 à 8 ans, 5e année depuis investissement de l'EVMH en 2022. J'espère sincèrement que cet échec ne finira pas par affecter l'ADN créatif de la marque, ce qui, vu la boutique pékinoise récemment rénovée, ne semble pas devoir se produire. Même si Kim Hancock a créé Gentle Monster spécifiquement pour gagner de l'argent, il a compris que pour gagner le respect de son entreprise, il devait permettre aux créatifs d'exprimer pleinement leur créativité, ce qui lui était impossible. J'ai dit plus tôt dans la vidéo que le propriétaire privilégiait la créativité collaborative en toute confiance et que c'était ce qui lui permettait de se démarquer sur le marché mondial. Là où la plupart des autres entreprises se limitent à une activité commerciale, il suffit de voir ce qui est arrivé à Michel de Gucci après son refus d'être plus commercial. De nos jours, de nombreuses entreprises considèrent les objectifs non atteints comme un indicateur de la nécessité de changer les choses. Je crains donc que si elles n'atteignent pas cet objectif d'1 milliard d'ici 2025, elles soient contraintes de changer. Et j'espère vraiment que cela n'arrivera pas, car ce qu'elles ont est vraiment exceptionnel. Ça peut expliquer pourquoi ils se sont développés dans d'autres domaines, comme dans le nouveau magasin de chapeaux à Seongsu appelé Atisu, et pourquoi Google a acheté en juin de cette année une participation de $100 millions dans Gentle Monster pour seulement 4%, valorisant l'entreprise à 3,6 billions de won, soit 2,7 milliards de dollars, soit plus du double de leur objectif initial et le triple de la valorisation initiale en 2020. Bien sûr, cela ne signifie pas que leurs ventes atteignent 1 milliard, mais avec l'incroyable quantité de presse récente qu'ils ont vue avec des collections comme la collection J. Wells et la collaboration Bratz, je parierais qu'ils s'en rapprochent. Je pense également que c'est une bonne décision pour Google, qui investit dans le secteur des technologies portables depuis des années, après avoir connu un échec retentissant avec les Google Glass il y a des années, tandis que son concurrent Meta a connu un franc succès avec la collaboration Meta X-Ray-Ban, offerte à tous les influenceurs à la Fashion Week de Paris la saison dernière. Voici ma vidéo d'interview des fondateurs de Coperni, lors d'un événement Coperni X Meta X-Ray-Ban cette saison-là, pour référence. Cela pourrait représenter un nouveau défi pour Gentle Monster, maintenant qu'ils ont maîtrisé la notoriété de leur marque en Corée et en Occident, où ils sont sans conteste les lunettes les plus prisées. Ils doivent désormais se battre pour maintenir leur pertinence. Une bataille sans doute beaucoup plus difficile, mais une bataille qu'ils semblent néanmoins gagner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo avec moi. Et n'oubliez pas de vous abonner avec ma chaîne YouTube pour regarder plus. Et il y a aussi une chaîne en anglais si vous voulez aussi apprendre l'anglais. Et je remercie également le Patreon pour me soutenir. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.